Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 29 novembre, j'étais l'invité de BFM TV pour parler de l'affaire Michel Zecler. Vous savez, c'est ce producteur de musique qui s'est fait tabasser dans son studio par 3 policiers, puis sortir de chez lui et de nouveau tabasser devant une quinzaine de policiers qui regardaient et ne faisaient rien. Donc j'étais invité à parler de ça, mais aussi de la loi sécurité globale et de son fameux article 24 qui va interdire de filmer les policiers et les violences policières. Donc je vais vous passer la vidéo de cette émission, mais juste une petite chose avant de vous la lancer. Sachez qu'au début de l'émission, j'ai peu parlé, donc si vous voulez juste voir mon intervention, je vous mets dans la description de la vidéo les moments où j'ai parlé, et puis comme ça vous mettra la chose dans la barre de lecture YouTube. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous retrouve à la fin comme d'habitude. Allez, c'est parti. Sur le plateau de 7 jours BFM, Antoine Léaumont, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Frédéric Descrozaille, bonsoir. Député La République En Marche du Val-de-Marne. Gerlof Yokota, bonsoir. Vous êtes délégué d'Île-de-France du Syndicat national de la sécurité publique et par ailleurs chef de service à la police municipale de La Courneuve en Seine-Saint-Denis. C'est important, notamment quand on connaît les préconisations de cette loi de sécurité globale concernant la police municipale. Guillaume Fard, évidemment, consultant sécurité BFM TV. Bonsoir Guillaume. Je vais commencer avec vous Guillaume. On a une bonne justice dans notre pays, c'est ce que dit Michel Zecler dans son intervention dans ce reportage. La justice qui a eu des demandes extrêmement fortes ce soir contre les 4 acteurs, les 4 policiers acteurs de ce tabassage. Oui, effectivement, on a le procureur de la République de Paris, Rémy Hetz, s'est exprimé lors d'un point presse à 17h, et il a fait connaître les réquisitions du parquet qui sont particulièrement lourdes en l'espèce dans cette affaire, puisque pour 3 fonctionnaires, il y a une demande de placement en détention provisoire. Ce sont en tout cas les réquisitions. On verra ce que statuera ensuite le juge des libertés et de la détention à ce sujet. Ce qui explique aussi la lourdeur de ces réquisitions, c'est que parmi les faits et les chefs d'investigation, il y a des faits de nature criminelle. C'est le faux en écriture publique, qui est d'ailleurs puni de 15 années de réclusion criminelle. Ce sont des faits criminels, ce sont des faits donc très graves, et donc ça explique que le procureur et requis ce placement en détention provisoire. Il y a un deuxième élément qui l'explique également, c'est que comme il y a eu une version qui a été donnée par les policiers, qui manifestement ne correspond pas à la vérité, ou en tout cas est très fortement contredite par les images, eh bien le procureur peut considérer que les fonctionnaires de police se sont entendus sur cette version, qui manifestement serait erronée, et que donc il y a un risque qu'ils se concertent pour de nouveau essayer de mettre en place une version qui ne serait pas conforme, et c'est la raison pour laquelle il demande ce placement en détention provisoire. Gerlof Yokota, est-ce que vous estimez que la justice fait un exemple parce que les images ont été médiatisées, parce qu'il y a un contexte particulier, on va y revenir, ou est-ce que elle fait son travail, tout simplement? Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne parle pas au nom de La Courneuve, même si vous avez signalé mon appartenance à cette magnifique commune. Je suis là en tant que représentant intersyndical du SNSP, représenté par le président Stéphane Poupeau et l'USPPM. Concernant ces images, elles sont choquantes, elles sont violentes. Ça, c'est indéniable, on ne peut pas le cacher. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on admette un petit peu plus que la présomption d'innocence s'applique également aux policiers. Très souvent, quand il s'agit de personnes multirécidivistes connues très défavorablement par les forces de police, on objecte effectivement cette loi qui présume innocent toute personne qui n'a pas été encore jugée. Quand il s'agit de policiers, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une sphère médiatico-politique qui s'acharne comme pour faire plaisir à la vindicte populaire. Je trouve que il y a disproportion, il y a rupture d'égalité entre le traitement d'un policier et le traitement d'un usager lambda. Une réaction, Guillaume? Oui, parce que vous avez raison de rappeler la présomption d'innocence de ces fonctionnaires de police. Il faut peut-être aussi préciser qu'ils sont, eux, lâchés, pas par les médias, mais par leur hiérarchie. Quand le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, dans le JDD ce matin, dit qu'il s'agit là de comportements de délinquants et qu'il les caractérise comme tels, ou que Jean-Michel Fauvergue, parlementaire de La République En Marche, anciennement chef du RAID, dit qu'il s'agit là de barbares en uniforme, je ferme les guillemets, c'est son verbatim, c'est là qu'il y a lâchage des policiers. Alors c'est ce qu'on appelle ouvrir les parapluies, chacun assure ses arrières. Il faudrait, au-delà de ce qu'il s'est passé avec ce tabassage, on peut appeler les choses telles qu'elles sont, c'est peut-être voir la doctrine d'emploi
des forces de l'ordre aujourd'hui dans le cadre des manifestations. Si on a été précurseur dans les années 70-80 d'un maintien de l'ordre qui a fait que on voulait absolument éviter les morts lors des manifestations, aujourd'hui, 40 ans plus tard, on est incapable de se remettre en cause. On ne participe même pas à des réunions internationales sur les maintiens de l'ordre. C'est comment on peut améliorer et comment on peut voir le changement sociologique qui s'est opéré dans les manifestations et comment mieux agir. Mais alors, je vous entends et vous avez, je rebondis sur ce que disait Guillaume, vous avez raison en ce qui concerne la présomption d'innocence, mais là on n'est pas dans une opération de maintien de l'ordre. Ces gens-là, visiblement, ces policiers-là, et on respecte encore une fois le résultat de l'enquête quel qu'il soit, mais visiblement ne sont pas agressés et qu'ils s'en prennent à un homme sans défense. Et on le voit bien dans la deuxième partie de la vidéo, quand il y a une quinzaine dehors et que l'homme à terre et continue d'être frappé. Donc c'est aussi ce qui choque. On peut aussi comprendre que ça choque peut-être moins qu'un policier qui donne un coup de pied à un manifestant, comme l'image que nous avons proposée hier soir sur BFM TV. Il y a visiblement un décalage. L'image là, elle est extrêmement compliquée à gérer, évidemment. Elle est prise dans un contexte bien particulier, celle de l'individu qui se fait frapper. Mais on ne sait pas ce que les policiers ont subi ou ont vécu auparavant. On ne sait pas dans quelle dynamique ils sont lancés. Et ce qu'il faut, c'est tout replacer dans un contexte. Frédéric Descrozaille, je reviens à vous évidemment dans un instant. Ce qui est frappant dans cette affaire, et dans un sens comme dans l'autre, c'est que c'est le rôle des images. Et ça renvoie évidemment au débat politique du moment sur cette loi de sécurité globale, sur ce qu'on fait des images, ce qu'on peut filmer, ce qu'on ne peut pas filmer, et le fait d'équiper ou pas d'ailleurs les policiers avec des caméras. On sent bien qu'on est passé dans une autre forme de société, dans une autre façon de vivre la sécurité. C'est certain. Et de ce point de vue-là, on peut se féliciter que le numérique en général induit plus de transparence, qu'il est beaucoup plus difficile qu'avant de dissimuler, de maintenir caché, de tenir des secrets, même si en matière de sécurité et de défense, le secret reste quelque chose qui est parfois à protéger, mais certainement pas quand il s'agit de contact avec la population comme ça. Donc on peut se féliciter du fait que une image contribue, on va dire, parce que une image n'est jamais la vérité à elle seule, mais qu'elle peut y contribuer de manière décisive, c'est une bonne chose. Après, on a fait dire à cette loi beaucoup de choses, et ça a été mensonger, c'est-à-dire que pour en venir à ce fameux article 24, qui est loin d'être la clé de voûte de la loi, j'espère qu'on en parlera, cette loi, elle repose sur les premiers articles, sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité pour harmoniser les prérogatives des polices municipales, nationales, gendarmerie. Donc il y a ce fameux article 24. Je tiens à préciser que s'il était adopté en l'état, ce qui n'est pas avéré puisque va passer au Sénat, puis va revenir à la... Et puis il y a le Conseil constitutionnel qui va aussi également se prononcer. Voilà. Exactement, qui va être saisi par le Premier ministre. Donc s'il était adopté en l'état, vous auriez parfaitement le droit, j'aurais le droit, n'importe qui ici aurait le droit, de filmer un policier, ne rien flouter du tout, avec un commentaire sur n'importe quel support numérique, disant ça c'est du contrôle au faciès et c'est inacceptable. Vous auriez le droit. Ce que vous n'auriez pas le droit de faire, en vertu de cette loi, c'est diffuser la même image, avec pour commentaire, ce flic est un salaud, il mérite la mort. Antoine Lemont, ça veut dire que, je connais évidemment votre réponse, mais ça veut dire qu'il y a du débat pour rien, qu'il n'y a pas matière à débat, en tout cas pas autant que ça. Il n'y a pas du débat pour rien, effectivement. C'est une question. Vous connaissez ma réponse. Juste, je voudrais revenir sur plusieurs éléments qui ont été dits, parce que je pense que si c'était pas des policiers qui menaient ce tabassage, on se poserait même pas la question de savoir si oui ou non ils doivent être détenus à un moment donné. Là, on a 3 personnes qui, de toute évidence, s'acharnent sur un individu. Il y a un film qui permet de le constater. Et vous avez cité tout à l'heure un article de la Déclaration des droits de l'homme, mais vous l'avez cité partiellement en réalité. C'est l'article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Donc la présomption d'innocence, elle vaut d'abord pour Michel Zecler qui se fait dans cette situation agresser en réalité. Et ce qui se serait passé si on n'avait pas eu les films et cette caméra de vidéosurveillance et les films qui ont été faits à l'extérieur, ce qui se serait passé, c'est que ça aurait été sa parole contre celle des policiers. Et on sait très bien, en général, ce qui se passe dans ce genre de cas. Et on sait très bien aussi, très souvent, ce qui se passe quand on saisit l'IGPN, puisque dans les 400 cas où l'IGPN a été saisie dans des affaires liées aux Gilets jaunes, il n'y a que 2 cas dans lesquels ces affaires ont été devant la justice. Donc il y a quand même globalement... Peut-être parce qu'il n'y avait pas matière à poursuite, tout simplement. Comment ? Peut-être parce qu'il n'y avait pas matière à poursuite, tout simplement. Vous avez... Enfin, je n'ai pas envie de préjuger dans un sens ou dans l'autre. Vous savez quand même qu'il y a près d'une trentaine de personnes qui ont perdu un œil, près de 5 personnes qui ont perdu une main, et que donc on peut... sans doute estimer que dans à peu près 40 cas, il y a eu un usage disproportionné de la force et que on a dépassé la rigueur nécessaire pour s'assurer d'arrêter une personne. Donc moi, ce qui commence à me
poser un sérieux problème pour la France et pour la République française, c'est quand le pays des droits de l'homme est montré du doigt pour non-respect des droits de l'homme. C'est ça ce qui se passe en ce moment. Vous faites référence à des mises en cause de l'ONU notamment. L'ONU, la Commission européenne, bref, il y a un certain nombre d'institutions internationales, mais pas seulement, je veux dire, y compris des gens qui sont pas des gens qui seraient, disons, très proches de nous politiquement. Je pense à Monsieur Barbier, je pense au journal Le Monde, je pense au New York Times, je pense au Financial Times, je pense à tout un tas de médias qui ne sont pas vraiment proches de la France insoumise, disons, qui partagent ce que nous disons sur la nécessaire refondation de la police. Et cette refondation, moi, je la pose en tant que républicain, et je pense que tous autour de cette table, on peut être d'accord, que vous soyez journaliste, que vous soyez député de La République En Marche ou policier. Je pense qu'on peut tous se fixer un objectif qui est que notre police soit respectée parce qu'elle est respectable. Et quand il y a des actes comme ça qui sont commis, il faut pas tergiverser, il faut les condamner. Et c'est important que vous, les policiers qui sont droits, les policiers qui sont honnêtes, les policiers qui sont justes, sortent du rang pour dire ça c'est intolérable, sortent du rang pour dire les propos racistes c'est intolérable dans la police, sortent du rang pour dire c'est intolérable de voir des collègues tenir ce genre d'actes et ce genre de propos. C'est ça qu'on voudrait voir de la police républicaine, et c'est ça qui peut redonner, je pense, confiance dans la police. Ce qui est tout autant regrettable, on parle de stigmatisation aujourd'hui, c'est un mot qui est à la mode. Dès qu'une communauté, des éléments perturbateurs minoritaires de cette communauté crée un trouble à l'ordre public, on parle de stigmatisation à partir du moment où on met tout le monde dans le même panier. Il se passe exactement la même chose avec les policiers. Vous parlez du racisme, ça ? Toute stigmatisation, elle peut être sociale, elle peut être raciste, elle peut être sexuelle, j'englobe tout. À partir du moment où vous avez quelques policiers qui... Laissez-moi finir. À partir du moment où vous avez quelques policiers qui commettent des impairs, l'IGPN, vous n'avez jamais été dans la police, je peux vous assurer qu'on a tous peur de l'inspection générale de la police nationale. Ce sont pas nos amis. Et on demande pas à ce que ça soit nos amis. On demande à ce qu'effectivement, ils aident à participer à la manifestation de la vérité à partir du moment où vous avez des agents de la force publique qui effectivement commettent des impairs. Mais ne croyez pas que l'IGPN est du côté de la police, en tout cas du côté des effectifs de voie publique ou des enquêteurs. Vous pensez que des policiers qui mentent, qui font des fausses déclarations, qui disent qu'un homme a tenté de se saisir de son arme alors que c'est faux, ils ont peur de l'IGPN? Vous pensez que vos collègues là, ils ont peur de l'IGPN? Mais on a ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur de l'IGPN? Oui. Ils mentent. Il y a 15 policiers qui regardent un homme se faire tabasser. Les policiers mentent, font des fausses déclarations. Je suis désolé. Enfin, monsieur, condamnez ça. Condamnez ça. Mais évidemment que ce sont des actes qu'on condamne à partir du moment où la justice déterminera les responsabilités des uns et des autres. On a la version d'un côté de cet homme qui a subi des coups. On n'a pas la version encore tout à fait officielle des policiers. Mais elle change sans arrêt. Elle change sans arrêt. Elle change sans arrêt. Écoutez, il y a une version qui a été donnée au procureur de la République. Ce dernier prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité, et sûrement qu'un juge d'instruction sera nommé pour, à charge et à décharge, chercher la Je reviens vers tous les deux dans un instant. Ce qui est évidemment sous-jacent à ce débat, Frédéric Descrozaille, c'est qu'on demande, à juste titre d'ailleurs, c'est aux policiers d'être irréprochables. Absolument. Et parce qu'ils ont justement, ils ont le droit d'appliquer ce qu'on appelle la violence légitime. Comment réagir et se placer dans ce débat, alors qu'on sait que, quelle que soit la corporation, il y a toujours des problèmes à gérer, des problèmes graves ou moins graves, mais en l'occurrence, c'est le cas. Ce qui est difficile, c'est de ne pas réagir de manière excessive. Alors c'est toujours plus lisible, c'est toujours un peu plus sensationnel, et d'essayer d'être juste. Je rappelle que l'IGPN travaille sous l'autorité du parquet, et qu'elle prononce des sanctions pénales et administratives. Donc non mais quand vous dites quelque chose, parfois de double peine. C'est-à-dire que quand vous avez parlé des 4 devant la justice, oui, il y a eu plein de sanctions administratives, vous les citez pas. Moi, ce qui me pose un problème, c'est qu'on remette en cause les institutions de la République. On peut avoir un débat. Je suis d'accord avec la façon dont vous avez présenté les choses. On peut avoir un débat sur l'IGPN est-elle suffisamment irréprochable. Ça fait partie des demandes d'Emmanuel Macron d'une réforme. Puisqu'elle est régulièrement indépendante. Non, mais c'est la question de l'indépendance du parquet. Moi, je veux bien qu'on ait la discussion. C'est assez passionnant. C'est le fonctionnement de la justice. Oui. On avait démarré l'émission en disant que la justice faisait bien son travail. C'est-à-dire que ce qui est au cœur de cet enjeu de la protection globale et de ce dont on va discuter plus tard, d'ailleurs, sur la mise en danger de la vie d'autrui, avec la caisse d'écho qui est inédite que sont les réseaux sociaux et les buzz médiatiques, c'est que tout le monde peut s'instituer en juge. La justice n'appartient qu'au juge. Ça ressemble à un flagrant délit, ce qu'on a vu. Et c'est pas la première fois que je vois ces images. Et c'est humainement, c'est terrible.
c'est terrible. Mais bien que vous le il disiez. appartient. Non, mais bien sûr, il appartient au juge de se prononcer. Et j'ajoute juste un point, l'IGPN, pour avoir été en contact, je n'ai pas été infiltré, mais pour avoir été en contact de beaucoup de policiers, je peux vous dire qu'elle est crainte. On en reparle dans un instant. Toujours sur le plateau de 7 jours BFM Le Talk, Gerlof Yokota, vous êtes délégué d'Île-de-France du syndicat national de la sécurité publique. Frédéric Descrozaille, député La République En Marche du Val-de-Marne. Antoine Léaumont, responsable de la communication de la France Insoumise. Et Guillaume Fat, consultant sécurité BFM TV. Guillaume, pour faire simple, on parle beaucoup évidemment, au-delà de cette affaire, de cet article 24. Que faut-il retenir de ce projet de loi de sécurité globale, à l'exception de cet article 24 qui fait beaucoup parler? Il y a 32 articles, donc effectivement, il y en a 31 autres. Alors, peut-être partir de l'histoire, tout simplement. L'histoire, elle s'écrit et elle commence à s'écrire en septembre 2018, quand 2 parlementaires de la majorité, Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, remettent un rapport sur ce qu'on appelle le continuum de sécurité nationale, en clair sur la façon dont les agents de sécurité privée, d'une part, les polices municipales, d'autre part, pourront mieux travailler avec les policiers et gendarmes. Ce rapport, il comporte 78 propositions. Il s'écoule 1 an et demi. En janvier, il y a une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale. Il n'est absolument pas question du contenu de ce fameux article 24 à ce moment-là, sauf que entre-temps, Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur. Entre-temps, il fait modifier substantiellement ce texte. Et aujourd'hui, il est question de beaucoup d'autres choses que de sécurité privée et de police municipale. Il est effectivement question de caméras piétons. Il est question de captation d'images par drone. Il est question de l'interdiction à la vente des mortiers d'artifice. Bref, de beaucoup d'autres sujets que ces 2 sujets initiaux qui sont pourtant essentiels à la sécurité du pays. La sécurité privée, on comprend très bien pourquoi. Il y a la perspective des Jeux Olympiques 2024. Il va quand même falloir davantage réglementer cette profession. Quant aux polices municipales, c'est quand même l'axe d'effort qui a été désigné par Jean Castex, la collaboration entre les collectivités territoriales et l'État. Ça veut dire que le policier municipal sera un acteur central de la sécurité publique, et donc il va quand même falloir aussi débattre des prérogatives nouvelles qu'il pourrait avoir et des équipements nouveaux qu'on pourrait lui confier sur la base de ces prérogatives. Antoine Léaumont, en dehors de cet article 24, vous considérez toujours à la France Insoumise que ça reste une loi liberticide? Inclut l'article 24. Oui, bien sûr. Excusez-moi, en dehors de ces éléments-là, de ce simple élément-là. C'est pas seulement moi, c'est l'ONU. L'organisation des Nations Unies, merci, j'allais dire des droits de l'homme. Ça n'est pas une juridiction. J'allais dire des droits de l'homme. J'allais dire des droits de l'homme aussi parce que aussi la LDH condamne. Mais je suis désolé. Mais c'est pas une juridiction. On est soumis à la Commission européenne des droits de l'homme, pas au comité Théodule de l'ONU. Il parle d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales. Donc vous l'avez voté, cet article 24, vous le trouvez très bien. Vous allez probablement voter la loi, très bien pour vous. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que quand il y a de telles mobilisations dans les rues, quand il y a une telle émotion qui est suscitée dans le pays, aussi du fait des images qu'on a vues et du fait qu'on peut constater que des images protègent. Là, les images protègent Michel Zecler. Si elle n'était pas là, elle n'était pas là. Oui, mais vous dites elle n'interdit pas, mais c'est l'impression que ça donne. Tout à l'heure, nous avions un débat hors plateau sur le sujet de ce que ça provoque. Et ce que ça provoque, c'est effectivement que un policier peut dire, lorsqu'il verra un téléphone en train de le filmer, que ça va susciter un danger pour lui. C'est déjà ce que font. C'est déjà ce qui se passe. C'est déjà ce qui se passe en manifestation. Je pense que vous manifestez pas beaucoup. Moi, je manifeste beaucoup. J'en ai organisé des manifestations. Ne présumez pas de qui je suis. Parce que vous avez sans doute pas eu besoin de filmer des policiers qui étaient violents. Ça vous est sans doute pas arrivé dans les manifestations. Avec des syndicats d'agriculteurs, je peux vous garantir que c'est pas tendre. Ok, mais en tout cas, la situation actuellement qui se passe, c'est les images qu'on voit ici, c'est des images de violence en manifestation et des images, et je suis d'accord avec vous aussi pour dire que des violences, il y en a parfois des 2 côtés. Mais justement, ce qu'il faut faire... Mais ces images sont nécessaires, encore une fois, la loi ne les interdit pas. Justement, ce qu'il faut faire, c'est faire redescendre la pression. Vous imaginez le niveau de tension dans lequel on est? Mais qui fait monter la pression? C'est nous, c'est vous qui dites ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Mais monsieur, moi, toutes les réunions que j'ai faites avec des gens qui me disaient... La réponse de M. Descrozaille, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais avoir la réponse de M. Descrozaille, après une question aussi. Vous avez posé des problèmes. Il faut juste qu'on écoute la réponse importante. Toutes les réunions que j'ai faites, y compris Zoom, y compris avec des marcheurs, c'est-à-dire que des gens extrêmement choqués qui sont tournés vers nous en disant mais qu'est-ce que vous faites? Il y en a eu plein. Et quand on leur dit, vous avez parfaitement le droit de diffuser des images, il faut simplement que dans le commentaire, il n'y ait pas d'intention manifeste de nuire à la personne pour ce qu'elle représente. Laissez-moi terminer. Les gens disent, ah bon, mais c'est que ça. Monsieur. C'est-à-dire que vous, effectivement, et je dis vous, pas vous personnellement, mais beaucoup d'acteurs politiques, France Insoumise, et certains journalistes, parce que dans cette affaire, notre principale maladresse, ça a été de nous fâcher avec des journalistes. Alors que l'article dit même que c'est sans préjudice de la liberté de la presse. Oui, mais il suffit donc nous pas de avons le dire, été maladroits. Mais vous nous avez fait
voulez dire ce que nous n'avons la pas réponse, dit. s'il vous plaît, de monsieur Léaumont, et je termine avec monsieur Léaumont. C'est quoi? C'est un article de loi. Monsieur Léaumont, 10 secondes qui répond après. Je vais juste répondre sur un point. Les images diffusées en direct, un policier ne sait pas si c'est diffusé en direct. Donc il ne peut pas présumer que c'est pour lui nuire. Ce n'est pas ce qui va se passer sur le terrain. Et si vous voulez faire redescendre, être appliqué, donc il ne faut pas l'adopter. Si vous voulez faire redescendre la pression, ne me forcez pas à vous couper un peu plus sévèrement, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on termine vraiment avec M. Yokota, qui est quand même le représentant de la police nationale et qui est visiblement forcément en première ligne après les images municipales. Qu'est-ce que vous retenez à l'exception de cet article 24 dans ce projet de loi? Qu'est-ce qui, pour vous aidera à faire votre métier, à vous refaire une image? Je reviens très rapidement, juste en quelques secondes. Toute petite parenthèse. Je souhaite que les collègues qui sont incriminés n'aillent pas en détention préventive. On l'imagine. Je vous dis, un contrôle judiciaire devrait suffire parce qu'ils reconnaissent les faits et ils ne représentent pas une partie des faits, pas les caractères terroristes. Cette loi sur la sécurité globale, les syndicats de police n'ont pas été consultés. Le premier rapport établi par Monsieur Fauvergue et Madame Thoireau était très bon. Il était bien meilleur. Il a été revisité à la demande de l'ancien ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on nous donne, ce sont des compétences supplémentaires. Mais alors, le volet social, complètement laissé à l'abandon. On a encore des policiers municipaux qui partent à la retraite avec 1 000 € par mois. Ça, il faut le savoir. On n'a pas d'école de police municipale. Aujourd'hui, on a des centres nationaux, de la fonction publique territoriale très compétents. J'en suis un des formateurs. Cependant, on pense que l'école de police municipale, c'est indispensable. Et un dernier mot, s'il vous plaît. On n'a pas eu de concertation donc avec les syndicats de police. Aujourd'hui, on veut nous donner des compétences supplémentaires, super. Mais ce sont on nous donne des petits morceaux de pain. Pourquoi on reste agent de police judiciaire adjoint à l'article 21, on n'est pas monté à agent de police judiciaire? Je suis absolument contraint. Vous reviendrez. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!